Et bonjour tout le monde, enfin bonsoir, enfin bonjour si vous nous écoutez d'un pays qui, au décalage, enfin on s'en fout en fait, un pays où il fera jour, donc bonjour, mais comme on est en France, bonsoir, enfin après on s'en cogne, on peut vous dire bonjour en prévoyance pour demain, parce que demain on ne vous verra pas. Donc bonjour pour demain, bonsoir pour ce soir, enfin après on s'en fout, hein. Et bienvenue sur Splash Wave Radio, il est 21h, si tout se passe bien. Et nous sommes les YOLO Recorders, nous sommes libres. Nous sommes libres. Enfin, nous sommes libres. Nous ne vous dirons pas pourquoi. Mais ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes libres de pouvoir redorer le blason de cette émission, de pouvoir donner plein sens à son titre, à son concept même. Et voilà, cette émission va devenir une libre antenne. Mais pas une libre antenne, non, une libre antenne vraiment libre. Pas une libre antenne du genre on parle de tout librement, mais une libre antenne dans laquelle on parle de tout vraiment librement. Vous voyez la différence? Toute une nuance. Je pense que Venom ne pourra pas me contredire. Tu me fatigues déjà. Je sais. Tu me fatigues déjà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors je veux parce que les coulisses, c'est toujours marrant de savoir qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de votre émission. Oui. Il y a 5 minutes, je dis à Puck, bon bah au moins tu te souviens de quoi on parle cet après-midi, enfin ce soir. Enfin, pour nous c'est l'après-midi, il est 17h et puis on vous emmerde. Mais pour vous c'est ce soir. Donc voilà, pour vous c'est ce soir, mais pour nous c'est cet après-midi. Donc je lui dis, tu te souviens de quoi on parle cet après-midi? Il me fait, ouais, mais j'ai envie de parler d'autre chose. Ah bon, tu veux parler de quoi? Bah je te dirai pas, tu verras bien. Ok, tu te démerdes 1, 2, 3, l'enregistrement est parti. Et j'ai cliqué et il s'est démerdé. Voilà. C'est ça. Mais vous noterez que de toute façon que même quand on lance, quand il y a un 3-2-1, bon vous le voyez, vous l'entendez pas, mais même quand il y a un 3-2-1, les intros sont tout le temps, je dirais, originales. Non travaillées et pourtant suivant une ligne directrice parfaite. Oui, voilà, faut être honnête que c'est complètement improvisé. Hein. Tout ce qu'on fait est complètement improvisé. Et le pire étant que même quand je réfléchis à des intros, eh ben, je ne les fais pas et après je les oublie. Tout simplement parce que t'es trop con, voilà. C'est ça, mais je m'en souviens généralement en fin d'enregistrement pendant la pause, mais c'est trop tard parce qu'on va pas vous refaire une deuxième ouverture après la pause mix, ça fait un peu con en fait. Mais je me dis que finalement on devra avoir une tierce personne parce que qui nous enregistre en même temps qu'on s'enregistre, parce que je pense que les coulisses rendraient vachement mieux que l'émission elle-même. Parce qu'il y a un contenu qui est quand même totalement différent et plus riche, hors pression de savoir qu'on a enregistré. Donc il faudrait une tierce personne qui nous enregistre à notre insu. Ce que fait Microsoft. Ce que fait Microsoft, voilà. Donc Microsoft, si vous voulez bien, genre nous donner les logs, parce que ce serait très sympa. Genre on aimerait bien pouvoir les partager à tout le monde. Ce serait cool. Ça serait gentil, et en plus, si vous pouviez nous verser discrètement un petit truc, parce que les mecs, voilà, non, parce que les annonces que vous avez, c'est la semaine dernière, hein, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. J'en ai aucune idée. Je crois que c'était la semaine dernière. Les annonces qu'ils ont faites, c'est-à-dire que là, même nous, on aurait voulu, on n'aurait pas pu, et même sans le vouloir, on n'aurait pas pu. En fait, je sais même pas de quoi tu parles, très sincèrement là. Bon, on avait parlé, tu sais, la PS4 et l'Xbox One. Ah ouais, oui, ah oui, alors ça c'est beau. Alors déjà, je dois m'excuser. Hein, voilà, il y a eu un petit souci qui a fait que moi j'ai pas pu diffuser pendant une semaine. Donc effectivement, l'épisode a été décalé. Mais en fait, l'épisode que vous avez entendu la semaine dernière, si vous écoutez à la radio, hein, pas sur Mixcloud. D'ailleurs, bonjour les gens de Mixcloud aussi. Mais si vous écoutez à la radio, la semaine dernière, vous avez eu Xbox versus Microsoft. Et où avec Puck, on a donné plein d'idées, mais genre vraiment plein d'idées à la con. On est parti sur des trucs qui n'avaient absolument aucun sens. Voilà. On s'est dit, vas-y, nique ta mère, on va partir à raconter de la merde. Pour changer. Et justement, il y a eu ce moment où on parlait des mages, et je vous jure que le soir même de l'enregistrement, je vois une news, une nouvelle mise à jour majeure pour fin janvier. Pour la Xbox One. Alors là, du coup, on se dit, bon, ouais, je vois ça, je me dis, on en a parlé cet après-midi, je vais le balancer à Puck, quoi. Mais même pas 3 jours, même pas le lendemain, c'est, hey, regardez, The Witcher 2 est gratos.
Ah, je me suis dit, hein? Mais parce que déjà The Witcher 2 c'est fantastique, le fait qu'ils annoncent une mage le soir même c'est incroyable. Est-ce que tu as lu le contenu de la mage? Très rapidement, ouais. Très Parce très que rapidement. il y a quand même des points où ils précisent qu'ils vont changer des aspects qui vont simplifier l'interface. Ouais, Quand j'ai vu ça, j'ai fait là, on est quand même là on peut parler de paranormal. C'est-à-dire que là vraiment s'il y a des gens de la théorie du complot qui nous écoutent, vous pouvez y aller à cœur joie parce que là c'était fort parce que l'annonce de la mise à jour plus voilà, des éléments qui sont censés simplifier l'interface alors qu'on a dit que l'interface de la Xbox One était un peu un peu dure, un peu lourde, c'est fort. ah, voilà, Parler on sait qu'on pèse dans le game quand même. On c'est sait qu'on ça. pèse dans le game et que forcément, dès qu'on dit un truc, Microsoft nous écoute et Microsoft arrange les choses. Mais Microsoft, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que ça devient gênant. Au bout d'un moment, les gens vont se rendre compte de quelque chose. C'est ça parce que là encore ça va, ils sont pas dans la merde parce que l'auditoire et on a un auditoire assez restreint donc on n'est pas non plus on n'est pas énergie quoi, on n'est pas écouté partout. Mais par contre, le jour où, je sais pas, notre émission devient, se propage, s'agrandit, et un plus large panel d'auditeurs, Microsoft, sachez-le, vous êtes dans la merde. Parce que les gens vont se rendre compte qu'il y a une sorte de lien, hein, de pseudo-coïncidence entre ce qu'on va faire, ce qu'on va pouvoir dire sur vous, et ce que vous allez faire après. Et ça va être grillé. Voilà, alors du coup, Microsoft, hein, moi, ce que je. Personnellement, ce qui me dérange, hein, pour finir le débat Xbox One PS4 de la semaine dernière, euh, pour finir, ce qui me dérange, c'est c'est que les jeux sont payants sur Xbox, quoi. Au bout d'un moment, moi je trouve ça abusé, les jeux sont payants, voilà, Oui, ça le fait pas du tout. il faudrait qu'ils fassent au moins une offre physique sans qu'il y ait un abonnement obligatoire, mais une offre physique pour offrir des jeux à des gens. C'est-à-dire vous rentrez dans un magasin, boum, est-ce que vous voulez ce jeu-là ou ce jeu-là, c'est Microsoft qui régale. Voilà. Ou est-ce que vous voulez tous ces jeux-là? Voilà, mais ça, Hein. à la rigueur, tous ces jeux-là, ça serait genre une fois dans l'année et il faudra arriver au bon moment dans le magasin. Parce que j'ai pas non plus envie de couler Microsoft. Parce que le problème, c'est que si Microsoft coule, ils vont pas hésiter à nous balancer. En disant, ouais, mais c'est les deux Gugus là qui nous ont filé l'idée. Maintenant, on est dans la merde. Ah ouais, merde, il y aura pas de Xbox 2 du coup. Il y aura pas de Xbox 2. Donc, Ouais, bon bah ouais. plaçons des idées qui peuvent être, voilà. Mais, Mais commercialement, faut que ou, ce al- soit ou alors, commercial quand même. ou alors vous faites comme vous avez fait pour The Witcher 2. C'est-à-dire que pendant, jusqu'à une certaine période, le jeu est offert. D'ailleurs, grande question, est-ce que tu l'as pris? Mais je n'ai pas besoin de le prendre puisque je l'ai en physique. Ah ouais, t'es un gros bâtard en fait. Moi, je l'ai en physique déjà sur 360, donc techniquement, je n'ai pas besoin de le prendre. Alors que moi j'ai passé 15 plombes à le télécharger. Parce que le téléchargement était ultra galère. Alors c'était pas le téléchargement en lui-même qui était galère. C'est juste pour trouver le lien en fait. Pendant 3-4 jours, c'était impossible de l'acheter en France. D'accord. C'était impossible en fait, ils te mettaient juste un achat groupé seulement. Et quand tu cliquais sur achat groupé seulement, bah t'étais dans la merde parce qu'il y avait rien. Donc du coup pendant 3-4 jours j'étais là, genre mais quoi? Donc, j'ai dû passer par un tas de proxys et tout ça, je me suis vraiment cassé les couilles. Je me suis vraiment ultra cassé les couilles. Pour au final, que le lendemain, se soit mis en France. Donc j'étais un peu dégoûté quoi. Voilà. Bon, Un bon, tout petit peu les vexé. mecs continuent d'écrire hein, parce que là, c'est que du bénéfice, hein, ce qu'on vous raconte. Hein, bon, voilà. Mais non, non, mais c'était fort, c'était fort. Ça, c'est-à-dire que voilà. Alors, soit il y a que Microsoft, soit peut-être nous sommes espionnés par d'autres. Peut-être que Sony et Nintendo nous écoutent. Oui. Ce qui serait très sympa. Ce S'il vous qui plaît, serait. faites des mises à jour sur Pokémon. S'il vous plaît. Rajoutez du contenu. Rajoutez-nous Volcanion. Enfin, on attend Volcanion, les gars. Bah, techniquement, si on devait adresser un message à Nintendo, c'est s'il vous plaît, faites des mises à jour. Tout court. Ah, ils en font, hein. Ils en font, hein. C'est juste que contrairement à la Xbox One, moi j'ai vu ça parce que j'ai eu une mise à jour de ma 3DS il y a pas longtemps. Euh, il faut passer par le l'eShop pour faire la mise à jour. C'est-à-dire que ta mise à jour, tu peux la faire sur ta console normale, quoi. Ouais. Euh, mais en
en fait, si tu veux vraiment un truc, si tu veux vraiment si tu veux vraiment avoir ta mage, bah tu lances l'eShop et là, quand tu lances l'eShop, t'as ta console qui dit, au fait, il y a une mise à jour qui est disponible, est-ce que tu veux l'installer? Mais si tu veux pas l'installer, t'es pas obligé, quoi. Contrairement à Microsoft où quand tu lances ta Xbox One, ça fait mise à jour disponible, installer la mise à jour. Et si tu fais non, bah la console te fait va te faire foutre. Tu vois, c'est. Ah mais c'est des politiques d'approche qui changent. Hein. C'est après voilà. Hein, s'ils avaient tous les mêmes politiques, il n'y aurait plus de concurrence. C'est ce qu'il faut se dire pour relativiser, je pense. Tu relativises toi en entendant ça? Ouais, on va dire ça. En tout cas, moi du coup, moi je suis curieux. Je suis extrêmement curieux, mon petit Puck. Tu es curieux. Eh bien, c'est bien. Je C'est suis bien. curieux et j'ai peur. Eh bien, sans transition, mon gars, c'est beau ce que tu viens de dire. Oh non, qu'est-ce que tu. Putain, il va parler d'un jeu d'horreur à la con. Eh ben, même pas de jeu. Enfin, on va parler forcément jeu d'horreur, ça c'est obligatoirement, mais là, on va te faire un thème général. Parce que parce qu'on n'est plus vraiment obligé de parler jeux vidéo, jeux vidéo. Hein, on n'a plus Si. on n'a plus grand chose qui nous y oblige. Si. Ouais, non. Mec, si. Cherche pas, c'est si. Pourquoi si? On l'a pas vendu comme ça, l'émission. Enfin, aux auditeurs, si. Mais souviens-toi des réunions que nous avons eues, des discussions, que nous avons eu, des projets que nous avions, On des avait idées. dit seulement quelques fois dans l'année. Eh bien, c'est le début de l'année. Ce mec est un putain de gros branleur. Je vous jure. C'est pas ça, c'est que là, je pense que niveau jeu, on a quand même raconté beaucoup de choses. Et on peut continuer de parler de jeux, mais on peut parler d'autres choses. On peut retourner à ce qu'on disait propre, c'est-à-dire au trollage. On peut retourner au débat intelligent. On peut, par exemple, parler, bam, sans transition, France 2 représente. On peut parler, par exemple, de la logique des films d'horreur. Et donc, forcément, ça nous amènera à parler de la logique dans les jeux d'horreur. Et ce qui fait la différence entre le film d'horreur et le jeu d'horreur. Et lequel doit prendre exemple sur l'autre. Enfin, on va parler du genre de l'horreur. Peut-être plus simple comme ça, toi, ça laisse plus de... Ouais, on va dire que ouais. Hein? Je te l'accorde. Je te l'accorde. Et j'aimerais aborder le premier problème, le plus grand problème, à mon avis, du genre de l'horreur. Ouais, les noirs qui meurent en premier, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas ça que tu veux dire? On y viendra, chaque chose en son temps. On sera obligé d'y venir, de toute façon, c'est un point inévitable. Comme le fait que le chinois ne meurt jamais, mais qu'au final, on le voit jamais à la fin du film. Le comportement rationnel des protagonistes. Parce que ça soit un film ou un jeu, on est tous d'accord, c'est pas la réalité. Donc il y a des écarts qui peuvent être permis. Néanmoins, dans le genre de l'horreur, il faut qu'on arrive quand même à se projeter dans le truc pour se sentir concerné, pour ressentir l'émotion de la peur qui est quand même voulue. Mais quand on n'a aucun feeling avec le comportement du protagoniste qui est absolument con comme une bûche, est-ce qu'il n'y a pas un problème déjà? Et alors là, moi je te répondrai que non. Je te répondrai que non, tout simplement. Je vais me rapprocher un peu de mon micro, excusez-moi. Tout simplement parce que on n'est pas forcément censé s'identifier au personnage qu'on va regarder. Le genre de l'horreur est un genre à part du cinéma parce que quand tu vas regarder un film, par exemple, tu vas regarder, je sais pas, Rambo. Oui. Sans être complètement sexiste, Rambo c'est un film de mec que tu vas regarder en te disant ouais, je veux être comme lui. C'est écrit pour que le spectateur se dise ouais, je veux être comme lui, et pour que la spectatrice se dise ah là là, j'aimerais bien qu'il soit avec moi lui. Tu vois, enfin c'est écrit pour être comme ça. Je dis pas que c'est comme ça, mais oui, c'est écrit pour être comme ça. Ah oui, c'est Un ça. film d'horreur. Entre la volonté et le résultat, il y a une nuance quand même certaine. Voilà, parce que dans un film d'action, un film fantastique, un film, même un drame, il y a un héros. Il y a toujours un héros. Et dans un film d'horreur, tu n'as pas de héros, tu as juste des protagonistes et un méchant. Pourquoi ?
Parce que dans tous les films d'horreur, les protagonistes vont finir par... Mourir. Voilà. Alors surtout dans les slashers. Mais moi j'aime pas... J'aime vraiment pas ce moment où les gens disent « Oh là là, j'ai pas aimé ce film d'horreur parce que ce personnage-là, il est con. » C'est le but. T'es pas censé t'identifier à lui, t'es censé te dire « Moi, je suis mieux que lui, Mais je saurais mieux réagir que lui. » sans t'identifier dans une scène où il y a une tension, si t'en as un qui balance putain j'ai envie de chier, t'es d'accord que la... Jamais. Non mais c'est une image, c'est pour représenter la connerie, hein, c'est une métaphore de la connerie du personnage. Enfin, dans une scène de tension, quand le personnage va avoir un comportement complètement débile, ça casse quand même la tension parce que tu vas pas te dire oh là là putain j'ai peur, tu vas avoir ce ressenti au début, mais après tu vas te dire mais c'est pas possible d'être aussi con. Oui, mais c'est le but. C'est que en fait, il y a le but que... Enfin, c'est écrit de façon pour comment globaliser un peu. J'aime pas du tout ce genre d'écriture et ça m'énerve vraiment. C'est écrit principalement... Enfin, regarde, prends par exemple les derniers sauts. À partir du 4. Oui. C'est-à-dire que le 1, c'était un putain de thriller, un film en huis clos, c'était fini, c'était comme ça. Bam, c'était tu regardes, c'est ultra classique, enfin ultra thriller, ultra psychologique, tout ça. Dans le 2, ils se sont dit bon, ça marche. On va reprendre ce qui avait marché, mais en le reprenant pas vraiment. Et du coup, ils ont fait Saw 2, qui était un peu plus psychologique aussi. Donc on est beaucoup dans la psychologie, mais un peu plus dans le gore visuel. Le 3, ils se sont dit, vous savez quoi, ça marche complètement notre truc. Alors qu'est-ce qu'on va foutre ? On va directement balancer juste du gore et du visuel H24. Quoi. Ça va être juste du gore. Et Saw 3, c'est ça, c'est juste du gore. Le film est fait juste pour choquer. Et mais puis, quel est l'intérêt ? Mais quel est l'intérêt ? Mais il n'y en a pas forcément, c'est juste pour choquer. Il y a des films comme ça qui ont été faits juste pour choquer. Regarde The Human Centipede. Oui, mais est-ce que tu peux pas choquer le spectateur, lui faire éprouver de la peur, du dégoût, de la gêne, du dérangement, mais intelligemment ? Oui, non, mais attends, parce qu'on que... de rendre con les gens pour que ça fonctionne, c'est ça le truc. Non, mais justement, attends. Parce que jusqu'au 3, c'était juste de la peur. Enfin, c'était juste du... Enfin, le premier, c'était pas vraiment de la peur, d'ailleurs, faut être honnête. C'était juste... coucou, regardez, ils sont enfermés, machin. T'avais un sentiment de stress, mais pas de peur. Dans le 2, t'as déjà un peu plus le sentiment de peur, parce que... il y a quelque chose qui va pas dans le truc. Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que c'est ? J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et quand t'arrives à la fin, tu fais putain, c'était ça, je le savais. Putain, c'était la connasse, je l'avais déjà vu quelque part, mais ouais, c'était la meuf dure. T'arrives dans le 3, tout ce qu'il voulait provoquer dans le 3, c'était le dégoût. Il y a beaucoup de films comme ça qui, au final... Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust, c'est basé juste sur le dégoût. Tu vois, il n'y a pas plus. Il n'y a pas besoin de plus. Ils ont pas besoin de plus, les mecs. Parce qu'ils sont sur le dégoût, point barre. Ouais, mais c'est cool parce que... sauce à part entière, puisque les protagonistes, de ce que j'ai pu voir, c'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'ils ont pas le choix. Non, dans les premiers, ils ont pas le choix. Après, ils sont juste cons. Après, ils sont juste cons. Et là, tu comprends que ça a été écrit pour toute la façon dont ça a été écrit pour les comment est-ce qu'on appelle ça ? Slashers. Pour les slashers des 30 dernières années. Depuis quasiment l'invention du slasher. C'est-à-dire que le mec, quand il fait son film, les producteurs, etc., quand ils bossent sur le film, qu'est-ce qu'ils voient ? De l'hémoglobine. Non. Qu'est-ce qu'ils voient en public ? À qui est-ce qu'ils vont vendre leur film ? Les teenagers. Exactement. Et les adolescents, quand ils vont voir un film, comment est-ce qu'ils y vont ? Entre potes. Entre potes ou Avec leurs copines. Ou avec un rencard. Ouais. J'avoue qu'au niveau sexuel, c'est ultra stimulant de voir des gens se faire couper en morceaux. Mais non. Mais c'est le rencard, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a des comment ça s'appelle pourquoi est-ce qu'il y a des screamers ?
Pourquoi est-ce que dans un film à la con, tu vas avoir un screamer? Parce que tu sais que, par exemple, je vais prendre le cas de l'épisode 50, dont on a déjà parlé, il me semble, Oui. dont Durandal a longuement parlé. Euh, Épisode 50, t'as des screamers qui n'ont rien à voir, qui sortent de nulle part. Mais vraiment, c'est d'un coup, t'as la caméra qui coupe sur un... Comment, sur un... Merde! Sur un plan random, un couloir. Et Ouais. puis d'un coup, t'as un monstre qui apparaît qui fait ouais. Et puis ça recoupe sur l'action. Et le passage du monstre qui a duré 30 secondes, il n'a rien à faire dans le film. Et il n'aura aucune incidence sur la suite. Puisque le machin, tu le reverras pas. Ça, c'est rajouté parce que soit faut faire peur à la personne qui va regarder. Et à ce moment-là, t'as oublié comment on faisait peur à quelqu'un. Enfin, je suis désolé si j'arrive derrière toi que je fais bouh. Ouais, tu vas sursauter, mais voilà. Ça Quoi. dépend comment tu fais bouh, parce que ça, tu fais bouh. Oui, non, mais voilà, mais Enfin, t'imagines. mis à part au marais, ça fait sursauter personne. Hein. Moi, ce que j'imagine, c'est une soirée entre potes. T'es avec des potes. Ils sont en train de parler. D'un coup, tu regardes tes potes, fais bah. Le mec, il fait un sursaut monstrueux. Et ça a duré quoi? Ça a duré une fraction de seconde. Et dans les 30 secondes qui vont suivre, le mec, il sera reparti. Il sera reparti à parler avec ses potes et il en aura plus rien à foutre. Dans une soirée entre potes, tu regardes tes potes, tu fais les gars, je peux vous raconter une histoire, j'ai entendu ça. C'est un pote à moi, il se baladait en forêt. Et en fait, il s'est perdu. Et du coup, il cherche à rentrer, il s'égare de plus en plus dans la forêt, et là, il arrive devant une cabane. Comme il commence à faire nuit, il se dit, bon bah, je vais me reposer ici, je repartirai demain matin. Alors, il rentre dans la cabane. Parce que, bah voilà, il a besoin de dormir, il se dit, voilà, je vais voir s'il y a quelqu'un, il rentre dans la cabane. Il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. Alors du coup, il allume une petite lanterne, pour pouvoir voir quelque chose. Et il voit que tout autour de la cabane, partout, il y a des portraits. Il y a des portraits, des visages, partout. Et le mec, ça le met mal à l'aise, quoi, tu vois, il est pas super à l'aise. Puis bon, au bout d'un moment, il fait nuit, il est pas super bien, le gars, il se dit, bon bah, je vais dormir, quoi. Il s'allonge dans le lit, mais il y a toujours les portraits, quoi. Il est vraiment pas à l'aise. Puis au bout d'un moment, il arrive quand même à s'endormir, quoi. Et il se réveille le lendemain matin, inondé par la lumière du soleil. Et partout là où il y avait des portraits, il voit des fenêtres. C'est bizarre. Est-ce que t'as compris ce que ça voulait dire? Que les portraits, c'était des gens qui l'observaient de l'extérieur. Ah putain, ouais, maintenant que tu le dis, ouais, c'est encore plus flippant, hein. Voilà. Tu racontes ça à quelqu'un en soirée, lequel te fait le plus peur? Le petit bout ou cette histoire? Bah, ça, parce que sachant qu'après je rentre chez moi qu'il y a des fenêtres, je veux pas être bien, quoi. Voilà. Enfin, surtout si j'habite au rez-de-chaussée, parce que si j'habite au troisième, à la rigueur, je m'en branle. Voilà. Mais le truc, c'est que en tant que producteur, est-ce que t'as envie de terroriser les spectateurs? Est-ce que t'as envie qu'ils disent à leurs potes, non, le film là, il fait trop peur, faut pas aller le voir? Eh bien, dans les années 80, c'était comme ça, monsieur. Même Dans 90. les années 80-90, c'était absolument pas comme ça, parce que dans les années 80, on a eu Freddy, Jason et Michael Myers. Dans les années 70, dans ce cas-là. Non, c'était 80. Non, mais dans les années 70, c'était comme ça, enfin, comme on parlait là. Dans ce cas-là. Non? Et même encore, c'était du gore. Mais C'est- putain. Le cinéma d'horreur a toujours été extrêmement viscéral. Après, il y a le cinéma d'horreur et il y a le cinéma d'épouvante. Ce qui n'est pas la même chose. L'horreur, c'est choquer la personne avec Ah, soit et des l'épouvante, jumpscares. c'est faire peur. Et l'épouvante, c'est faire vraiment peur. C'est trouver l'endroit exactement où tu vas taper pour faire peur. Et c'est ça la grosse différence qu'il y a très peu de gens qui voient. C'est que Conjuring, par exemple, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'épouvante. Amityville, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'épouvante. L'Exorciste, Ça c'est dépend pas un des, film d'horreur, ça c'est dépend pas des un- versions. Ah, alors moi je te parle du Amityville original. Hein. Sois Oui, d'accord. parce que t'as plein de films Amityville, t'en as qui sont de l'épouvante et plus de souvenirs, il y en a qui seraient plus de l'horreur. Hein. Tu vois la gueule du truc, mais Oui, voilà, il y en a des biens, il y en a des pourris des Amityville. Il y a eu beaucoup trop d'Amityville, par exemple. oui.
qui raconte soi-disant des histoires vraies, dont en fait il y en a finalement que 2 ou 3, je crois, qui sont vraies sur tous les Non, films. non, absolument, non, aucune. Enfin, faut être honnête, il y en a aucune. Une maison qui possède le père de famille pour qu'il tue ses gosses et sa femme, non. Non, mais Non. ce que je veux dire, non, qui s'inspire d'histoires qui seraient vraies. Ouais, voilà. Hein. Sachant que Amityville, alors si je dis pas de conneries, je vais aller vérifier très très vite, mais il A me été construit semble... sur un cimetière indien. Non, il Merde. me semble que l'histoire d'Amityville, a été Démonté. enfin non, mais entre guillemets créée, a été faite par le couple Warren. Mais il me semble que le couple Warren est, enfin, Amityville fait partie d'une des maisons qu'ils ont, où ils sont passés, hein. Mais justement, c'est ce que je te dis. Et le truc, enfin, faut être honnête, c'est que les Warren, c'était des imposteurs. Les Warren, c'était des putains d'imposteurs. Et les mecs, ils te trouvaient des trucs et des fantômes et des machins là où il y en avait pas. Hein, je suis désolé, mais la poupée, comment elle s'appelle, Annabelle. Et là, on vient de vous tuer tout ce qui est Conjuring Annabelle, c'est mort. Voilà. À vous, les jeunes qui Annabelle, nous écoutez, et niquez. Conjuring, Annabelle, Amityville, c'est du fake, hein. D'ailleurs, il y a Il y a- Conjuring 2 qui va sortir, je crois. Il y a Conjuring 2 qui va sortir, qui est repris par James Wan lui-même. Oui, parce que j'en parlais. J'en parlais avec des potes hier. On parlait de je sais plus quel film. Si voilà, on parlait de si on est passé devant le cinéma, bah, quand mes potes me ramènent chez moi le jeudi soir, on passe devant le cinéma et on a vu l'affiche pour le nouveau Point Break. Parce qu'ils font un remake de Point Break. Oui, bah ça m'a surpris, c'est quand je voyais Point Break, je me suis dit, mais ce nom-là, ça me dit quelque chose, mais c'est pas un truc qui existe déjà. Si c'est un film de braquage de banque, avec à la base Keanu Reeves et Patrick Swayze. Quand même. Ah, casting donc- de merde. Et donc on passait devant le cinéma et on s'est dit... Et il y a mon pote qui me fait, mais ils ressortent le film ou... Je fais, non, c'est un remake. Il me fait, ah. Je fais, bah ouais, c'est la réaction que j'ai eue. Je me disais, putain, quand même, ils refont Point Break sans Keanu Reeves. Mon pote me regarde et fait, ouais, sans Patrick Swayze aussi. Alors on est parti à rigoler. Je lui dis, bah ouais, mais bon, Patrick Swayze, je m'y attendais pas trop, quoi. Au début, j'étais là, genre, ouais, peut-être qu'il y aura Patrick Swayze. Bah non, il est mort. Et il me fait, ouais, tu me diras bien, dans le dernier Fast and Furious, il y avait Paul Walker. Hmm. Ce qui est vrai. Et en fait, l'histoire drôle, c'est Son que... frère jumeau. Non, l'histoire drôle, c'est que le dernier Fast and Furious a été réalisé par James Wan, qui est le réalisateur du premier Saw, qui est le réalisateur de Conjuring, qui est le réalisateur de Dead Silence, etc. Et en fait, James Wan a fait donc tous ces films d'horreur, Saw, Conjuring, tout ça, et il est arrivé à un moment où il a dit, j'en ai marre de l'horreur, je vais faire autre chose. Et immédiatement on lui a dit, toi t'es un putain de réal, viens réaliser le dernier Fast and Furious. Le mec il fait, check, ça va me rapporter du pognon, ça va me rapporter un peu de gloire, vas-y. Le mec il commence à tourner son film et son acteur principal claque. C'est que, il faut pas qu'il, c'est un signe, faut pas qu'il arrête, hein. Et du coup le mec a dit, ok c'est bon je retourne faire de l'horreur, j'en ai ras le cul. C'est affreux quand même. T'imagines ton premier blockbuster, il y a l'acteur principal qui meurt pendant le tournage. Ah, mais quand on fait un genre, généralement, c'est rarement bon de changer, hein. Je suis pas d'accord. Il y a une sorte de providence, des fois. Je suis pas d'accord parce que Tim Burton par exemple a fait beaucoup de films fantastiques. Ah, voilà, Big Fish, Édouard aux mains d'argent, Charlie et la chocolaterie, Ma bite, machin. Et puis un jour il en a eu marre, il a dit je vais faire un drame, il a fait Big Eyes. Un drame biopic. Donc là tu fais bon, voilà, il y a des reconversions qui peuvent plus ou moins bien se passer. D'après ce que j'ai entendu, Big Eyes n'est pas exceptionnel. Je sais pas, je l'ai pas vu, j'aime pas Tim Burton. Voilà, ça c'est dit. Mais le pauvre James Wan quoi. Le mec, son premier blockbuster, le gars il crève quoi. Donc tu te dis, bon, ça pue un peu pour lui quand même.
Ah bah là, le mec, il se dit, bon, bah, moi, ça va être le film d'épouvante jusqu'à ma mort, hein. Ça, Non c'est... mais c'est exactement ça, parce que Saw par exemple, on va dire épouvante thriller, parce que bon c'est vrai qu'il faisait quand même assez peur Saw. Un petit peu, hein, il te stressait. Ensuite il a enchaîné avec Dead Silence. Dead Silence qui est un pur film d'épouvante, c'est-à-dire que dans tout le film dure 1 h 30, tu vois du sang une seule fois. Oui, c'est l'ambiance, en fait, et les poupées, n'empêche, c'est le truc le plus efficace parce que ça fait flipper. C'est ça. Ça fait flipper, c'est-à-dire que tu prends des jouets ou des poupées, c'est tellement innocent, c'est tellement censé être pas vivant, que se dire que ça peut avoir une conscience, c'est juste ultra flippant. Non mais c'est exactement ça, et pour moi James Wan a quasiment réussi. euh, Enfin il a compris ce qu'était l'épouvante dans son cœur en fait. Dans le cœur de l'épouvante, il a compris ce que c'était. Parce que le mec, il a compris, surtout avec Conjuring, que la peur, elle vient pas de ce que tu vas montrer. Mais de ce Dans que Dead tu ne montres Silence, pas. il a pas besoin de montrer du sang. Alors que pourtant, par exemple, Saw, c'était un truc qui était ultra sanglant, ultra dégueulasse. C'était vraiment, tu regardes ça, tu fais tu vois. Ouais, mais tu vas plus flipper sur... Finalement, ce qui fait vraiment peur, c'est l'épouvante Lovecraft, la Lovecraftienne. C'est ça, et c'est exactement ce qui est Conjuring. Puisque finalement, la peur, et nous on a vu ça en psycho, la peur, c'est pas ce que tu vas voir sur l'instant, parce que ce que tu vas voir, ça va t'aider justement à pallier ce qui t'effraie. C'est ce que tu ne vois pas, ce que tu es obligé d'anticiper, et comme tu sais pas vraiment ce que tu dois anticiper, bah c'est là que survient la peur. C'est exactement ça. Et Et pour moi, mon... c'est là que James Wan est un très bon réalisateur de films d'épouvante. Parce que je sais pas si t'as vu Conjuring. Oui. Conjuring, il ne montre rien. Même la scène, on pourrait dire la scène quasi finale, si on peut dire ça comme ça, où il montre, donc spoil hein, pour Conjuring, hein, je spoil comme un porc, donc revenez dans 30 secondes, le moment où la femme est attachée sur la chaise, où elle est possédée. Oui. Même là, il ne montre pas le démon. Tu vois pas, ça va pas être ça va pas être. C'est pas clair et net, quoi. Voilà, c'est pas clair et net, et ça va pas être comme les Paranormal Activity d'ailleurs. Paranormal Activity qui s'est terminé il y a pas longtemps. Ils ont fini, ça y est, c'est le dernier film qui est sorti, c'était censé être le dernier de la saga. Bah, on espère. Et ce qui était bien, moi j'aime pas du tout Paranormal Activity, mais il y avait un truc qui était bien, c'est qu'ils ne montraient jamais le démon. Pas une seule fois dans leur truc ils montraient le démon. Alors après c'était plein de jumpscares et tout à la con, hein, ça c'est clair. Bah, en fait, Paranormal Activity, je trouve que c'est la bonne idée mal aboutie. C'est-à-dire que effectivement, t'as le fait que tu ne montres pas et que tu laisses planer une tension, mais le problème étant que ils se sont foirés dans le fait que la tension, ils la laissent monter trop longtemps avant de justement de mettre un jumpscare ou ce que tu veux, enfin avant qu'il se passe un truc. Du coup, t'appréhendes et ils arrivent pas à atteindre le point où tu te dis putain, il va se passer un truc et il se passe un truc. Parce que Oui, même si c'est con, où tu dis putain mais ouais mais c'est trop attendu. Enfin moi je m'attendais à ce qu'il se passe un truc, il s'est passé un truc. Ouais mais va pas mentir, t'as quand même lâché un prout quoi. Parce que des fois ça dépend, c'est bien fait. Des fois t'attends qu'il se passe un truc, il se passe rien et c'est juste après qu'il se passe un truc ou c'est juste avant. Enfin c'est pendant le moment où tu te dis qu'il se passe un truc. Enfin ça joue à quelques secondes. Mais dans Paranormal Activity, des fois t'es là, tu fais putain, et il se passe rien. Et quand ça arrive, c'est trop tard. T'es plus dans le truc. Justement, pour moi, ça c'est bien. Par exemple, c'est ce qu'ils ont fait dans Conjuring. Conjuring, t'as une superbe scène qui m'a fait me chier dessus. J'étais vraiment ultra mal à l'aise devant cette scène. C'est la scène où la gamine ramène à sa mère la boîte à musique. Oui. Et elle lui montre la boîte à musique en disant, si tu regardes dedans, tu peux voir mon ami. Et là, moi j'étais en mode, bon, va y avoir un jumpscare à la con. Oui, enfin. Et elle ouvre la boîte à musique se met à tourner, à faire de la musique, et la caméra est focus sur le petit miroir qu'il y a dans la boîte à musique. Et donc tu vois très rapidement le visage de la mère d'un côté de la boîte à musique et tout le couloir derrière. Et quand tu regardes le couloir, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive. Tu te dis forcément dès le moment où la boîte à musique va s'arrêter, il y a un truc qui va péter, ça va... Et moi j'étais stressé pendant toute la scène parce que je me disais va y avoir un jumpscare à la con, va y avoir un jumpscare à la con, va y avoir un jumpscare à la con. Et à la fin de la musique, la mère ferme la boîte à musique, t'as un cut très rapide
sur justement elle, donc de face, donc tu vois le couloir derrière et il n'y a rien. Et ça te fait encore plus te chier dessus parce que t'es là, t'attends et d'un coup, il n'y a rien. Et c'est encore plus stressant parce que tu te dis, ok, il y a un problème. Soit la gamine est folle, soit il y a un truc. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est ça qui est mieux. Moi, le problème que j'ai eu... Ce qui est bien dans Conjuring, c'est que, quoi qu'il arrive, tu sais qu'il se passe des choses... Oui, à la fin, tu sais qu'il se passe mais même des pas choses. dans le film, tu sais qu'il se passe des trucs, tu le sens. Et ce qui, dans Paranormal Activity, des fois, si tu tombes trop dans le... Il t'annonce quelque chose, tu dis, il va se passer un truc, et puis, tu sais, ça retourne sur une espèce de platitude, tu suis le quotidien, et te annonce un truc, et toi, hop, retour sur le quotidien. Et le problème, c'est ça, c'est que tu montes, hop, tu redescends, mais il y a pas un truc qui déclenche. Et dans Conjuring, tu montes, mais t'as pas vraiment le temps de redescendre, puisque, quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose, même si c'est pas montré, qui se passe, et donc tu continues de monter en fait. T'as pas de redescente dans le rythme vraiment, enfin qui stoppe ton angoisse à proprement dit. Et dans Paranormal Activity, je trouve que c'est ça, c'est-à-dire que il va se passer tellement rien, et finalement l'apothéose du truc c'est à la fin, mais le problème c'est qu'à la fin t'as déjà décroché parce que tu te fais déjà chier en fait. Alors moi je vais reprendre une discussion qu'on avait eue avec Laurent Charrier il y a quelques années. On avait enregistré une émission qui devait être diffusée à Halloween. Et en fait il y avait eu un souci du côté de Toons, parce que c'était Toons à l'époque qui faisait régie, et l'émission n'avait pas été enregistrée. Donc là d'un coup on était en mode c'est dégueulasse. Mais Laurent Charrier m'avait expliqué. Et genre, j'ai pas re-regardé le film, mais en y repensant, je me suis dit, il a complètement raison. Quand tu regardes dans le premier Paranormal Activity, c'est le seul que j'ai vu, les autres j'ai toujours refusé de les voir après. Le premier Paranormal Activity, la tension, elle vient d'un tout petit truc que tu remarques pas forcément. Tu le remarques pas, mais quand on t'en parle, tu fais putain, ouais, c'était ça. C'est que on voit chaque nuit le démon, le fameux démon de Paranormal Activity, prendre de plus en plus de puissance. Et est-ce que tu sais comment est-ce qu'il symbolise ça? Pas du tout, parce que chaque nuit j'ai l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Eh bien chaque nuit la porte, tu sais, il y a une porte qui s'ouvre, la porte de leur chambre s'ouvre. Oui. Eh bien chaque nuit la porte s'ouvre un tout petit peu plus. Elle est toujours fermée de la même manière et chaque nuit la porte s'ouvre un peu plus. Pour à la fin s'ouvrir entièrement. Et quand elle s'ouvre entièrement, c'est dire que le démon a atteint sa forme finale et que enfin il a tous ses pouvoirs et qu'il peut attaquer. Et c'est là qu'il prend possession de la femme et que la femme tue son mari. Et c'est ça le truc, c'est que quand tu regardes le film, ça a l'air chiant parce qu'il se passe rien. Mais en fait la tension elle vient du moment où tu te dis putain, est-ce que le démon il va arriver finalement à finir? Est-ce qu'il va réussir à prendre sa forme finale? Ou est-ce qu'au final ça va juste retomber comme un soufflet? Ou ils vont le... Je suis désolé. Ou est-ce qu'ils vont le tuer avant ou une connerie du genre? Et quand tu y repenses, tu fais ah ouais putain, c'est pas con. C'est pas con, c'est très intelligent. Moi, le seul souci que j'ai avec Paranormal Activity, et c'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que je trouve ce film beaucoup trop voyeuriste. Je supporte pas qu'on me montre l'intimité des gens. Le film commence quand même dans la salle de bain quand le mec est en caleçon, que sa femme est en train de se laver les dents et qui est en mode hey, regarde chérie, j'ai acheté une caméra. Moi, dès cette scène-là, je me suis dit non, je peux pas. J'ai l'impression de regarder Secret Story où on te montre l'intimité des personnes et tu vis avec eux. Et moi, ça me met très mal à l'aise. C'est une mauvaise technique ouais, c'est mal joué en fait pour te faire rentrer dans une intimité. C'est trop. Bah en fait voilà, c'est l'intimité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te sentir plus proche des personnages, comprendre qu'ils aient peur, etc. Moi ça me met mal à l'aise parce que je voudrais pas qu'on rentre dans mon intimité comme ça. Je suis quelqu'un de très privé, je parle pas de ma vie privée sur internet, voilà, ce genre de truc pour moi c'est un gros non direct. Donc je supporte pas qu'on rentre dans l'intimité des gens comme ça. Et ça me fait penser énormément au film The Truman Show avec Jim Carrey. Qui est Jim Carrey en tant que Jim Carrey, hein, donc voilà, toujours un peu voilà.
euh, qui vit dans son monde à lui, si tu veux. Et il retrouve une de ses anciennes copines, qui était la femme qu'il aimait et qu'il avait perdue depuis très longtemps, qui revient le voir et qui lui donne un rendez-vous. Et elle se pointe au rendez-vous, elle a l'air complètement folle, et elle lui dit: t'es dans un monde inventé, t'es dans un monde qui n'existe pas. Lui en mode: mais de quoi tu me parles? Et en fait il va se rendre compte petit à petit que son monde, il y a quelque chose qui cloche dedans, qu'il y a des routines qui sont beaucoup trop routinières. Tu vois, par exemple, sa ville, il a jamais quitté sa ville. Mais il est jamais parti. Il est jamais parti de sa ville, il a jamais. Et quand il essaie de partir, il y a toujours un truc. Voilà, il y a eu un incident, tu peux pas passer sur le pont, il y a eu machin, il y a eu machin. Et le monde extérieur qu'il voit, c'est à la télé, tout ça. Et en fait, on apprend à la fin du film qu'il vit dans une télé-réalité, le mec. Il vit dans un monde qui est une télé-réalité, qui est le Truman Show. Donc Truman étant son nom, où en fait des gens, 24 heures sur 24, le regardent vivre sa vie. Et justement, à la fin du film, il s'en est rendu compte, il a compris, c'est expliqué aux spectateurs, etc. Et lui finit par se barrer et par arriver à la porte extérieure, en fait. La porte qui mène vraiment à l'extérieur. Et il finit le film en disant eh bien, je vous remercie, passez une bonne soirée, au revoir. Il ouvre la porte, il se barre. Et c'est la fin du film. Et moi, à chaque fois, je suis là, genre, ce film est génial. Tu vois, parce que ce film te fait rentrer dans son intimité sans trop rentrer dans son intimité, tu vois. En fait, je pense que pour un film, il faut trouver la bonne distance. Après, je comprends l'intention. Je comprends l'intention que tu te sentes proche des personnages, que tu comprennes comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils sont dans leur monde, tu vois, que tu comprennes entre guillemets la normalité du truc. Mais en même temps, ça me met très mal à l'aise parce que à chaque fois, je me dis, moi, je supporterais pas qu'on me filme comme ça, je supporterais pas qu'on me voit comme ça. Il y a la bonne distance à trouver, je pense, entre ce que tu peux montrer et ce qui est peut-être un peu too much. Et pour moi, cette distance, elle n'a pas été respectée dans Paranormal Activity. Après, il y a des gens qui aiment Paranormal Activity. Je sais que Durandal, par exemple, est un grand fan de Paranormal Activity. Moi, c'est des films qui me mettent mal à l'aise. Mais pas mal à l'aise dans le sens, comme Conjuring, où je vais quasiment faire une crise d'angoisse en le regardant. Après, peut-être que Durandal aime bien parce que lui, il le voit mieux. C'est possible, mais moi je le vois vraiment comme ça, je le vois vraiment comme l'intimité. Parce que effectivement, Laurent Charrier, si tu le regardes avec ce qu'il a dit, peut-être que dans ce cas, tu apprécies plus. C'est voilà. Moi après je sais pas, après ça me gêne. Voilà, pour moi les Paranormal Activity me gênent. Mais voilà, pour moi c'est comme ça, et c'est un gros souci de Réalisation. ouais, de scénario, de tout en fait. Un scénario de tout. Parce que tu n'es pas anti-intimiste. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça la formulation. J'ai pas besoin de rentrer dans l'intimité d'un personnage pour m'y attacher, quoi. J'ai pas besoin qu'on me montre le personnage aux toilettes pour savoir qui fait caca. Oui. On n'est pas obligé d'entendre qu'il a envie de chier pour savoir qu'il a envie de chier. Voilà, c'est ça. J'ai toujours vu les personnages comme des humains, quoi. Dans un film, c'est des humains. Et alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas forcément compte, et il y avait peut-être besoin de Paranormal Activity pour leur rappeler que même les personnages d'un film sont humains. Mais je sais pas, moi ça me gêne. C'est peut-être le nouveau public qui a du mal. Je pense pas, parce que quand tu vois comment a été fait la promo pour Paranormal Activity, c'était assez fou quand même.
Oui, mais quand tu regardes la promo, quand tu regardes ne serait-ce que la bande-annonce, tu avais finalement tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y avait à voir du film, tu l'avais dans la bande-annonce, quoi. Bah, ouais. Et Après, c'est comme ça pour tous les Paranormal Activity, c'est-à-dire que pour le premier et tous ceux que j'ai pu voir après, c'est-à-dire que vraiment les moments intéressants, bah tu les as vus dans la bande-annonce et donc du coup déjà t'as plus de surprise quand tu vois le film, puisque les autres instants sont pas spécialement super intéressants et que voilà ce qui avait vraiment, ce qui pouvait rajouter du plus, bah comme tu l'avais déjà vu, bah tu savais, tu vois, tu savais que ça allait arriver, tu savais que et c'est relativement con. Bon ah après ouais, comme disait Karim Debache hein, dans une bonne annonce effectivement ils mettent les plans les plus intéressants tout ce qui est money shot tout ça c'est fait exprès. c'est fait exprès, mais est-ce que t'as vu le tout premier trailer pour Paranormal Activity? Oh, c'était des gens dans une salle qui flippent. C'était des gens comme une salle qui flippe, et est-ce que tu te souviens de la fin de la pub? Pas du tout. La fin de la pub, c'est dites à votre cinéma de ramener le film. Parce qu'en fait, ils ont eu une toute petite distribution au début. Et ils ont basé leur com sur des screen tests. C'est-à-dire que tous les gens que tu vois hurler, tout ça, c'est ce qu'on appelle des screen tests. C'est le moment où ils montrent aux gens le film. Bon, ça arrive très très souvent. Pour chaque film, il y a ça. Pour chaque film, ils montrent le film à un certain groupe de personnes. Et là, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé les gens en train de flipper à la scène finale. Et à la toute fin, c'était vraiment dites à votre cinéma d'acheter le film en fait. Et c'est comme ça que ça a marché. C'est pas con ça. C'est comme ça que ça a marché, c'est que les gens ont vu la bande-annonce, se sont dit putain ce film il a l'air bien. Et donc ils sont allés voir leur cinéma en disant est-ce que vous diffusez Paranormal Activity? Bah non on le diffuse pas. Ok bah on aimerait bien que vous le diffusiez. C'est Et suite ça a aux nombreuses coûté- demandes qu'ils ont Et du suite coup aux acheté le nombreuses film demandes, ils ont acheté le film et machin, et ça a fait le tour du monde comme ça. et ça a fait des entrées, c'était bénéfique pour les cinémas. Et ça a fait des entrées, c'était bénéfique pour le cinéma. Après, c'est bien aussi parce que du coup, ça a pas marché que sur ça. Ça a pas marché que sur ça, puisque au final les 2, 3 et 4 ont quand même bien marché, tu vois. Je pense que si les gens étaient allés demander un film et qu'au final les gens avaient pas payé parce qu'au final les gens qui l'ont vu disaient à leurs potes non c'est de la merde, va pas le voir. Ben moi c'est drôle puisque ceux qui avaient mon âge m'ont dit ça, mais les plus jeunes m'ont dit d'aller le voir. Et c'est vrai que je vais pas souvenir d'en avoir vu un dans une salle, mais j'ai un pote qui m'a dit qu'il y était allé avec d'autres de ses potes et que sans déconner, il devait être dans la salle à tout péter sur une centaine de personnes. Dans la salle, il devait être une petite dizaine à avoir plus de 15 ans. Bah oui mais c'est ça. Enfin, avoir plus de 17 ans. Allez, plus de 17 ans, ce qui fait il y en avait c'était entre 13 et 17 ans la moyenne d'âge dans la salle. Mais tu vois, c'est con parce que avec un panel comme ça finalement, et c'est ce qu'on parlait, on en avait parlé par rapport à merde, Five Nights at Freddy's. Le fait qu'on et c'est con puisque je trouve que maintenant le film d'horreur ou d'épouvante, l'un et l'autre, et ben vaut mieux regarder celui qui va pas fonctionner en salle, limite qui va se prendre des mauvaises critiques, que celui qui marche. Et alors là je suis pas d'accord. Non mais je dis pas tout le temps, mais je dis même pour le cinéma en général, je trouve que quand tu regardes, moi je regarde des films qui sont sortis récemment, la plupart des films que j'ai vus, c'était des films, j'ai quelques potes qui m'ont dit ouais c'est sympa tout ça, mais quand je suis allé voir sur internet ou quand j'ai des gens qui m'en ont parlé, ils m'ont dit ouais c'est de la merde. Et pourtant j'ai regardé le film et j'ai trouvé génial. Et pourtant il n'y a pas eu d'impact médiatique. Et à contrario, j'ai vu des films qui ont un impact médiatique énorme, où j'ai entendu beaucoup de bien, que ce soit sur internet, à la télé, machin. Et quand je l'ai vu, je l'ai vraiment, soit j'ai trouvé bien, mais sans plus, soit j'ai trouvé à chier. Mais je me suis dit dans ma tête, je fais ouais, mais j'aurais 15-16 ans, ça m'aurait plu, quoi. Mais là, je trouve ça con. Et je me dis, enfin, la sensation, moi, que j'ai, ma copine me dit d'ailleurs que je parle comme un vieux et ça me fait peur. Mais la sensation que j'ai, c'est qu'on est en train de, plus ça va, plus
plus les jeunes tuent un peu plein de choses. Tuent la télé, tuent le cinéma, tuent le jeu vidéo, pas encore totalement, mais je sens que ça va venir. Mais ils sont en train de le tuer, puisqu'on les écoute énormément. Parce qu'il faut donner la parole aux jeunes. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse la pub très rapidement. Ouais, Et après, je t'explique pourquoi je suis pas d'accord. ça roule. Ok, donc on se fait la pub, enfin pub musique, on se retrouve juste après la musique et on finira l'émission là-dessus. Voilà. À tout de suite, les gens. À toutes. Voilà, alors la musique, elle était bien, on est d'accord. Oui, mais ce qu'il y a eu avant la musique, enfin pendant la musique pour vous. Ce qui est pendant la musique pour vous, c'était très drôle. Mais je vais revenir à ce que tu disais toi tout à l'heure, juste avant. C'est qu'ils écoutent trop les jeunes, etc. En même temps, il y a maintenant ce consensus quasiment. Quand on va aller au cinéma, enfin c'est la même chose en fait que pour le film français. C'est que par exemple, tu vas faire un film d'horreur en France, ça va pas marcher. Pourquoi ? Parce que soi-disant les Français veulent voir du drame. Et donc qu'est-ce que sont les films français ? Des drames à la con. Il y a quelques temps déjà, c'était l'année dernière, il y a un film français qui est sorti qui s'appelait Un Français justement. Avec, comment il s'appelle, Alban Lenoir en héros. Enfin en héros. Entre guillemets héros. Alban Lenoir, c'est un des personnages, c'est un des acteurs qui joue dans HeroCorp. Oui. Tu sais, c'est le grand avec ses grands cheveux, sa longue barbe et tout. Oui. C'est Klaus. Oui, je vois. Donc si tu veux, moi, quand on m'a parlé du film, je me disais, putain, il a l'air intéressant. Enfin, c'est Alban Lenoir, j'ai envie de le voir dans un film, quoi. Et quand on m'a expliqué le film, je me suis dit, putain, ça a l'air encore plus intéressant parce que c'est sur un mec qui est nationaliste. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est un skinhead en fait. Et qui un jour se rend compte que, putain, il est peut-être pas dans le bon milieu. Il y a peut-être un souci dans le milieu où il est. Et donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tenter de s'en écarter. Il va emménager en région Kappa. Non D'accord. mais non, enfin parce que le PACA niveau national-socialisme, voilà. Non mais du coup tu vois, moi quand on m'a dit ça, je me suis dit putain, ça a l'air d'être un film qui est vachement intéressant quoi. Et donc effectivement la première partie du film, c'est le FN, on va le dire clairement, hein, c'est le FN, les nazis, tout ça. Et lui, qui est, donc au départ il y a la mise en place de la situation, donc lui en tant que méchant. Pour au final qu'il ait une prise de conscience, qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et qu'il va tenter de s'en écarter. Donc là on se dit, putain la classe. Comment, qu'est-ce qu'ils peuvent arriver à en dire, tu vois ? Qu'est-ce qu'ils peuvent arriver à en dire ? C'est que, oh, t'as beau faire partie d'un clan politique, c'est quand même triste parce que regarde, ta maman elle tombe malade et elle meurt, et ta sœur elle tombe malade et elle meurt, et ta mamie elle tombe malade et elle meurt. Et ça, la fin du film, c'est un drame français à la con que tout le monde a vu 50 fois. Et là, tu fais, mais pourquoi ? Pourquoi vous aviez moyen de faire quelque chose de bien, les gars ? Vous aviez moyen de faire quelque chose d'intéressant. Pourquoi avoir gâché ça ? Eh bien, la réponse, c'est les producteurs. La réponse, c'est parce que quand tu fais un film en France, il faut que ce soit un drame. Pour que tu aies un financement, il faut que ce soit un drame à la con. Et je trouve ça débile. Et en fait, le problème, c'est que pour les... Pour les films d'horreur, c'est la même chose. Qui est-ce qui regarde un film d'horreur ? Un ado de 14-15 ans. Pourquoi ? Parce que les adultes ne vont plus voir les films d'horreur. Messieurs les producteurs... Messieurs les adultes, retournez au cinéma. Messieurs les producteurs, je vais vous apprendre quelque chose, c'est complètement faux. Moi, il y a 2 ans, j'étais allé voir un super film. C'était un film de Sam Raimi. Non, Sam Raimi quoi. Alors je suis pas sûr à 100% que ça a été Sam Raimi à la réalisation. Il était peut-être producteur. Ouais, je le vois pas dans les réalisateurs. Il devait être juste producteur ou scénariste. Je suis en train de regarder très rapidement. C'était dans un film qui est sorti en 2012 qui s'appelait The Possession.
Et c'était un film qui était absolument génial, avec Jeffrey Dean Morgan en héros. Donc Jeffrey Dean Morgan, c'est quand même le comédien et le papa Winchester. Donc quand même. Déjà, quand même ça pose le décor. déjà là tu poses tes couilles. Et c'était sur une famille, des parents et leur petite fille, qui trouvent une petite boîte en bois, un petit coffre en bois, qu'ils trouvent dans un vide-grenier. Et sauf que la gamine, elle devient obsédée par le coffre en bois. Mais vraiment obsédée. Vraiment obsédée. Et au final, ils font appel. Enfin, c'est un film de possession normal en fait. C'est un film de possession, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, ils se rendent compte que, au final, donc la boîte, elle est possédée. C'est le réceptacle pour ce qu'ils appellent un D-Book, qui est un esprit juif. Ah, esprit juif. Ce sont des esprits de la mythologie juive. Bah, fallait faire brûler la boîte. Non, mais en fait, c'est vachement cool parce que déjà, tu te dis, putain, les mecs, ils ont foutu. C'est pas les trucs catholiques que tu vas voir d'habitude, quoi. Ça, c'est intéressant, sachant que du coup, ça te permet aussi de découvrir d'autres. Parce que ça te permet de découvrir d'autres trucs. Et voilà, et moi, je l'ai trouvé très, 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 très bien, ce film. Et à la fin du film, et ce qui était encore plus intéressant, c'est que c'est un imam, si je dis pas de conneries, qui part avec la boîte. Un rabbin peut-être, non? Un rabbin peut-être, je sais plus, sincèrement je sais plus, c'était en Parce que 2012. si c'est un imam, putain, ça c'est du twist. Hein. Je l'ai vu, oui, non mais je t'emmerde. Je l'ai vu, alors je vous explique, je l'ai vu le 1er janvier 2013. On est le 29 janvier 2016. Et je l'ai pas revu depuis. Donc comprenez que je connais plus le film par cœur. Tout ce que je me souviens, c'est du twist de fin qui annonçait une putain de suite, puisque à la fin le mec part avec la boîte en disant tout est bon, il y a plus de soucis. Et il faut savoir que l'esprit, le D-Book, je vois D-Book sur Wikipédia, créer des catastrophes en fait autour de lui. Son but, c'était à tout prix de protéger la boîte. Dès que quelqu'un essayait de détruire la boîte, il lui arrivait une couille. Et donc là, le mec part en voiture, il y a un magnifique plan aérien où tu vois la voiture qui part sur la route, et la caméra monte pour arriver à un embranchement en fait. C'est-à-dire que tu vois la route de là où il est parti, tu vois la route qui suit, tu vois l'embranchement. Et au moment où le mec va arriver à l'embranchement, tu vois un camion qui déboule à pleine vitesse et qui rentre dans la bagnole. Mais qui la démonte, quoi. T'as la bagnole qui fait 300 mètres sur le côté. Et si tu veux, là, la caméra se rapproche. T'as un plan vers l'intérieur. Tu vois que le mec à l'intérieur est mort. Et t'as la caméra qui tourne petit à petit pour te dévoiler la boîte intacte au milieu de la route. Et fin du film. Et je suis désolé, mais moi j'ai vu ça, je me suis dit c'est génial. C'est génial. C'est énorme. Du coup, tu m'as bien donné envie de le voir, celui-là. Et malheureusement, c'est un film qui n'a jamais eu de suite. C'est un film qui n'a pas marché. Alors qu'à côté, Paranormal Activity marche. Parce que je pense que c'était peut-être un film qui était un peu trop adulte. C'est vrai qu'il était très 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 adulte comme film. C'était un film qui était un peu trop adulte, un peu trop ambitieux. Et qui a un peu, j'ai pas envie de dire choqué, parce que voilà. Mais c'était pas les codes du film d'horreur habituel. C'était pas les codes du film de possession habituel. Et du coup, plutôt que de chercher à faire une suite, à se dire peut-être que ça a pas marché parce que qu'il y avait ça et il faudrait peut-être améliorer ça. Non, non mais on ne fera pas de suite. Tu vas aller te faire foutre. Et le réalisateur, Ole Bornedal, n'a pas retravaillé depuis. Il n'a pas refait de film depuis ça. Et moi, je trouve ça complètement con. Oui. Je trouve ça complètement con. Et voilà, et pour moi, c'est un des plus gros, un des plus gros soucis des trucs actuels, quoi. C'est que si les jeunes ne vont pas le voir, en fait, c'est les ados qui vont faire le plus grand nombre d'entrées.
parce que tu sais qu'ils vont y aller en masse. Annabelle a marché parce que c'était clairement monté et montré pour les ados. Ouais, mais c'est con, les ados, pour leur faire peur, faut du jumpscare. Mais c'est exactement ça. Parce C'est-à-dire que on va en revenir. s'ils voient rien, en fait, eux, ils sont immunisés. Lovecraft, ils sont immunisés. C'est-à-dire que s'ils ne voient pas, ils se font chier. C'est ça. Et moi, je vais en revenir à ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi dans les films d'horreur maintenant ils mettent tant de jumpscares? C'est parce que le gamin qui va regarder ça, le mec, parce que clairement ils identifient ça comme ça. Le mec, il va être en mode soit je viens avec mes potes et je vais me marrer tout du long. Ce qui dans une salle de cinéma est extrêmement ennuyant. Je vous jure, j'ai envie de vous péter la gueule les gens quand vous faites ça, mais vraiment. Quand il y a quelqu'un dans le cinéma qui est en train de gueuler et de se foutre de la gueule des personnages en plein milieu du cinéma et violemment quoi, ça me donne envie d'aller lui péter la gueule. Parce que ça se fait pas. Hein. Bah, pour les autres, non, quoi. Ça se fait pas. Donc le gamin, soit il va y aller avec ses potes et il va passer son temps au point que je sais pas si tu te souviens, j'ai envie de dire oui, tu peux être qu'au courant. Mais de ce qui avait été fait dans certaines villes en France par rapport à Annabelle. Et pas que en France d'ailleurs. Ils avaient carrément annulé Annabelle. Ils avaient arrêté de le diffuser. Je pense surtout à Marseille. À cause de ça, justement. Non, parce que les gamins allaient jusqu'à faire des émeutes dans le cinéma. Des émeutes? Des émeutes. Ils se balançaient du pop-corn, ils couraient, ils hurlaient dans les salles de cinéma et tout. Est-ce qu'ils avaient peur Non, pas parce que le film faisait peur, parce que c'était rigolo. Oh putain. Et après, ils s'étonnent qu'on télécharge. Merde. Et à côté, tu vas avoir le gars qui va y aller avec sa copine. Pourquoi est-ce que t'emmènerais ta copine voir un film comme Annabelle, par exemple, au cinéma? Pour pécho. Pour pécho. Comment est-ce que tu vas pécho? Parce que quand il y a un screamer, la fille va se coller à toi parce que c'est une pauvre petite fille et qu'elle a peur. Oui. Alors si t'es réceptif, t'as l'air d'un gros con. Et en fait, c'est comme ça qu'ils voient les films. On parlait tout à l'heure de l'épisode 50. Les screamers de l'épisode 50 ont été rajoutés pour ça. Pour que la gamine qui regarde ça avec son mec, elle fasse ah et elle s'accroche à lui. Et pour que le gamin à la fin il puisse pécho. Voilà comment sont pensés les films d'horreur actuellement. Non, c'est ça, c'est triste, c'est d'une tristesse. Et c'est d'une tristesse infinie. C'est d'une tristesse, mais putain, ça me donne envie de me tirer une balle quand je vois ça. Et quand tu regardes un film d'horreur ou d'épouvante, c'est parce que t'as envie d'être choqué, t'as envie d'avoir peur, t'as envie d'avoir peur. Que ce soit de l'horreur ou de l'épouvante, tu veux avoir peur. On est d'accord. Idem pour un jeu. Pour qu'on parle un peu de jeu vidéo quand même. Un jeu vidéo de peur qui joue pour avoir peur. Bon, mais... ce qui fonctionne relativement bien, parce que vu que généralement tu es le personnage, donc tu es plus investi, bon, même si c'est pas terrible, des fois tu arrives à te faire peur. Mais bon. Mais ouais, mais quand tu regardes là sur les 10 dernières années, des films d'horreur ou d'épouvante qui sont sortis. Il y en a eu des très bons, mais il y en a eu des très bons, mais je trouve qu'il n'y en a pas eu assez. C'est pas toujours de ce qu'on parle en fait. Moi, je vois un de mes films favoris, enfin favoris peut-être pas, mais un des films que j'ai le plus aimé ces dernières années en film d'horreur, c'était Oculus. Rift? Non, Oculus. Tout simplement Oculus. C'est un film sur une nana qui est interprétée par Karen Gillan, donc qui est la raison pour laquelle j'ai regardé le film, hein, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Karen Gillan c'est Amy Pond dans Doctor Who. Donc moi tu me dis Amy Pond elle a joué dans un film, ok c'est lequel, je veux le voir. Enfin, voilà, il faut être honnête, moi je l'ai regardé pour ça. On m'a dit il y a Amy Pond qui a tourné dans un film d'horreur, ok lequel, vas-y montre. Et en fait c'est elle qui est, je crois que c'est son frère qui sort d'hôpital psychiatrique. Elle va chercher son frère à l'hôpital psychiatrique parce que son frère était devenu entre guillemets fou.
quand ils ont quand c'est sa mère, je crois, son père a tué sa mère. Son père a tué sa mère et pendant tout le temps, depuis cet incident-là, le gamin répétait c'est la faute au miroir, c'est la faute au miroir. Parce qu'ils avaient un immense miroir chez eux. Lui est devenu fou, a fini à l'asile. Et elle a réussi à reconstruire sa vie en disant c'est juste papa qui était fou. Il n'y a pas eu un remake? Mais non, il est sorti il y a 2 ans. Ah, Il est ok. sorti il y Bah, a 2 ans. j'ai vu la bande-annonce de ce film-là aussi. Et justement, le gamin sort d'hôpital psychiatrique, donc sa sœur va le chercher. Et maintenant, elle habite dans une grande maison, tout ça. Et le gamin lui dit tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de retourner à la maison. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont filmer et documenter ce qui se passe avec le miroir. Parce qu'ils sont quasiment sûrs que le miroir est un truc de fou, en fait. Que ça les rend fous. Lui en est persuadé et elle est en mode non, quoi. Enfin, c'est ton imagination. Papa était fou. Et le film est un mindfuck total. Il y a une scène, enfin c'est le genre de film où ça crée des hallucinations et le film ne donnera pas de réponse claire. Ils vont pas te dire est-ce que c'est eux qui hallucinent parce qu'ils sont fous, est-ce qu'ils hallucinent à cause du miroir, est-ce qu'ils font les choix qu'ils font volontairement ou pas. Il y a un moment où la nana se balade avec une pomme dans la main, elle croque dans la pomme, et t'as un cut, et elle tient une ampoule dans la main, elle vient de croquer dans l'ampoule, et elle a du sang qui commence à couler de sa bouche. Je l'ai vu dans la bande-annonce, ce passage-là. Et en fait, c'est tout ce genre de trucs qui se passent pendant toute la nuit. C'est-à-dire qu'il reste une nuit près du miroir, et c'est tout ce genre de trucs qui se passent pendant toute la nuit. Et à la fin du film, le film te laisse une interprétation ouverte. Est-ce que, au final, c'est eux qui étaient fous? Est-ce que le gamin a pété les plombs? Est-ce que le miroir était vraiment hanté? On ne sait pas. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film. Et je tire sur ma clope parce que fumer, c'est mal. Très mal. Je trouvais que c'était un très bon film et très intéressant. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il a eu le film? Une mauvaise critique. Une mauvaise critique. Et des très mauvaises entrées en salle et des très mauvaises ventes en DVD. Ce qui a fait que c'est un très mauvais film. Ils le referont pas. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai plus apprécié des films qui avaient été mal reçus ou très peu médiatisés que des films dont tout le monde a parlé en bien, qui ont fait des entrées machin. Ouais, mais tu vois, j'ai quand même préféré Conjuring. Oui, mais après, je dis pas que... Attention. Je dis pas non plus que tous ceux qui sont médiatisés et qui ont reçu des bonnes critiques sont à chier. Mais maintenant, je me méfie. C'est-à-dire que honnêtement, je me fais plus aucun avis sur les avis extérieurs. Je préfère, bon, même si des fois, c'est vrai qu'il y a des films qui reçoivent une critique extraordinaire et que je vais jamais voir ou que je vais mettre un temps fou à voir. Par exemple, Interstellar. Interstellar, c'est pas la même chose. Moi, j'ai kiffé Interstellar. J'ai vraiment beaucoup aimé Interstellar. J'ai kiffé, mais ce film-là, j'ai mis beaucoup de temps à le voir parce qu'il a été super bien reçu. Et c'était Christopher Nolan, donc moi, les Batman et tout ce que tu veux derrière, j'adore. Christopher Nolan, il fait quand même du très bon cinéma. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a bloqué. C'est-à-dire qu'il y a un tel engouement que ça m'a bloqué et que je me suis jamais lancé à le voir, quoi que ce soit. Et au final, on a fini par l'acheter avec ma copine, on l'a regardé, et le film, c'est une tuerie, le truc. Il est génial, c'est-à-dire que je m'attendais à un truc un peu chiant, un peu machin, un peu trop intellectuel, un peu trop truc. Et alors c'est pas un film con où tu réfléchis pas, c'est super intellectuel. Hein. Il y a le twist de fin est juste monumental. Ouais, il est ouf, ouais. Mais il est génial. Et je me suis dit mais putain, mais pourquoi je l'ai pas regardé avant, quoi. Mais parce que maintenant j'ai plus tendance à tu vois, quand il y a un engouement autour d'un film, un truc comme ça, même si je sais que le casting est bon, même si je sais que le réalisateur il a fait que en majorité des très bons films.
je vais pas y arriver, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je me coupe, il faut pas que j'en parle avec les autres, il faut pas que je regarde ça, il faut que je me coupe, je vois le film, bah je vais aller le voir. Alors moi ça dépend. Par exemple Interstellar. Après ça dépend, tu vois. Par exemple Interstellar, j'ai vu beaucoup de monde. Alors j'ai eu pas mal de monde qui me disait des avis différents. J'en ai eu qui me disaient est très bon et j'en ai eu d'autres qui me disaient est très mauvais. Euh, la principale critique que j'ai eue et que j'ai trouvée intéressante et véridique, c'est que c'est plus un exposé scientifique qu'un film. Tu sens que le mec, il a limite pris des cours de prépa scientifique en physique quantique et qu'il a tout mis dans son film. Ça, je suis totalement d'accord. Ça ressemble beaucoup plus à un exposé scientifique qu'à autre chose. Mais derrière, ça reste un bon film. Et justement, le fait d'avoir ça entre guillemets, pour moi, ça a fait quelque chose de très très bon. Euh, Après, il y a eu des films effectivement où l'engouement, moi, m'a pas donné envie de le voir et où ça m'a même pourri le film. C'était principalement les Avengers et Gardiens de la Galaxie. Parce que c'était des films que j'attendais depuis extrêmement longtemps. Et je me souviens pour les Gardiens de la Galaxie, c'était ouf, mais complètement ouf, parce que je devais aller le voir le mercredi. Je bossais la journée, donc j'ai pas pu aller le voir la journée. Et le soir, on était en émission. T'étais avec moi d'ailleurs. Oui. Et je m'étais dit, c'est pas grave, j'irai le voir demain. J'irai le voir le jeudi, c'est pas un souci. Et là, j'ai vu tout le monde poster à ce moment-là des je s'appelle Groot. Ou alors, waouh, c'est le meilleur film de l'univers. Petite parenthèse, j'ai énormément rigolé puisque dans l'immeuble où j'habite, j'ai un voisin, mon nom de famille, c'est Groot. Oh merde. Et je crois que j'ai jamais autant ri devant la porte d'entrée. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'étais mort de rire parce que je cherchais un voisin où sonner pour m'ouvrir parce que j'avais pas mes clés et j'ai vu celui-là, j'ai pas osé sonner. Pas osé. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais J'avais, voilà, moi j'ai vraiment en fait quand j'ai vu tout ça, quand j'ai vu les 50 personnes de ma liste d'amis qui tous mettaient je s'appelle Groot, je s'appelle Groot, je s'appelle Groot, directement j'ai dit OK, le film va me gonfler. Le film va me tuer. C'est mort, je vais pas avoir envie de le voir. Et puis là, d'un coup, j'ai vu le film. et tu t'es focus que sur les s'appelle Groot. Et non, en fait, j'avais en tête tous les gens qui me disaient que c'était le meilleur film Marvel qu'ils avaient vu. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas, tu vois. Je vais finir par le regarder quoi. Je l'ai regardé. Et en fait, c'est un film qui est extrêmement classique. Le film a rien D'extraordinaire. Il est sympa, mais il casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et j'entendais tout le monde, ouah, c'est le meilleur film que Marvel ait sorti de leur vie. Ce qui a été aussi dit quand Avengers 2 est sorti. Ce qui a été aussi dit quand Avengers est sorti. Tu vois, pour moi, en fait, le plus gros souci du truc, c'est que les jeunes, et moi je sais que j'en fais partie, j'en parlais avec des amis hier soir, ils me disaient que c'était vrai, c'est qu'on n'a plus de retenue. On n'a plus de retenue, Et on n'a plus de sens critique. Non, c'est qu'on n'a plus de retenue dans ce qu'on disait. Moi je m'entraînais à moitié tout à l'heure à parler de ça. En parlant d'un film que j'avais trouvé moyen. C'est un film que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé extraordinaire par sa réalisation et sa réalisation, son montage, son scénario, etc. Mais qu'au final, je dirais pas que c'était un chef-d'œuvre.
Au final, dans ma tête, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film qui est bon. Mais point barre, quoi. Et j'ai regardé, j'étais en train de me dire comment est-ce que je pourrais en parler à quelqu'un. Comment est-ce que je peux en parler à quelqu'un? Et j'arrivais pas à dire autre chose que putain, ce film est génial. Et en fait, je pense qu'on a ce petit souci quand on en parle entre guillemets entre nous, c'est que on n'arrive pas à se retenir. C'est soit le film est génial et c'est le meilleur film qu'on ait vu, soit c'est de la grosse merde. Et on n'arrive pas à trouver l'entre-deux en fait. Et on n'arrive pas à trouver l'entre-deux, à se dire à un moment, j'ai bien aimé ce film, mais Ou je n'ai pas aimé le film, mais. Ou je n'ai pas aimé le film, mais. Et je trouve ça ouf. En fait, je pense que c'est ça qui pousse à faire des films qui sont souvent aussi nuls. C'est qu'ils savent, au final, qu'il n'y a que deux extrêmes. Qu'il n'y a que deux extrêmes. Et que soit t'as aimé, soit t'as pas aimé. Et c'est assez fou, quoi. Et du coup, on va parler parce que, quand même, il y a des codes dans les films. Voilà, Puck se marre, il sait où je vais en venir. Et je vais en parler parce que il y a des codes dans les films de... Parce qu'on parlait des films d'horreur, il y a quand même des codes qui, des fois... On sait pas pourquoi. Voilà, il y a des choses, tu regardes, tu fais, mais pourquoi? Quelle était la volonté quand tu as réalisé ce film? De briser les codes, de changer. Ouais, mais alors il y a briser les codes et briser les codes. Ouais, parce que t'as brisé les codes et t'as enfoncé un anus avec une bûche. Il y a briser les codes et briser les codes. Remplacer un démon de la mythologie chrétienne par un démon de la mythologie juive, c'est briser un code très intelligemment. Oui. C'est malin, c'est novateur, c'est intéressant. Voilà. C'est constructif. Et puis, il y a le film Devil, qui est sorti en 2012, réalisé par monsieur M. Night Shyamalan. Alors, il faut être honnête, M. Night Shyamalan, il a une très bonne pub il y a une très bonne pub en Europe, mais en Amérique, c'est pas ça du tout. En même temps, avec un nom comme ça passe moyen aux États-Unis. Hein. Ben non, mais en fait, aux États-Unis, c'est juste qu'ils trouvent ces films nuls. Parce qu'il n'y a pas assez de violence. Mais même pas. C'est juste nul. Et moi, je regardais, comme je te disais, là, ce mois-ci, le Nostalgia Critique a fait ce qu'il appelle le mois Shyamalan. Il a commencé par se demander, est-ce que les films de Shyamalan sont vraiment mauvais? Ça, je vous laisserai regarder la vidéo. Voilà. Après, il a fait une vidéo sur le film The Happening. Et il y a peut-être la meilleure blague de l'univers. Alors, c'est très con. Je sais que je vais avoir 3 ans en disant ça, mais il y a une blague de Prout. Mais c'est tellement efficace. Non, mais en fait, il parle des acteurs et de leur jeu, et il dit, ils sont mal dirigés, ils sont extrêmement mal dirigés. Et c'est vrai que quand on regarde les acteurs, ça a l'air complètement nul. Et la fille du film, alors je ne sais même plus comment ça s'appelle, je vais aller chercher ça très rapidement. Parce que je sais même plus le nom de l'actrice, qui est pourtant d'habitude une très bonne actrice. C'est Zooey Deschanel. Zooey Deschanel est une extrêmement bonne actrice. Quand elle est bien dirigée. Quand elle est bien dirigée. C'était par exemple, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Zooey Deschanel, c'était Trillian dans H2G2, donc la copine du héros. C'était Summer Finn dans 500 jours ensemble. Voilà, elle a fait plein de trucs. Elle joue dans New Girl. Elle a joué dans Weeds. Enfin voilà, c'est une nana qui est absolument géniale, que moi j'adore en tant qu'actrice. Et dans The Happening, et ben en fait, elle a tout le temps les yeux, mais vraiment les yeux écarquillés, avec un regard hébété sur le visage. Et je me souviens d'une Nostalgia Critique qui disait
En fait, à la regarder comme ça, on dirait qu'elle vient de se chier dessus et qu'elle veut pas que les gens le remarquent. Et il a fait un magnifique montage. Il a fait un magnifique montage où il montre tous les passages où Zoé Deschanel est normale et où d'un coup elle se retourne avec les yeux écarquillés mais sans raison. Il a rajouté un bruit de paix foireux à tous les coups. Et il a rajouté un bruit de paix foireux à chaque fois. Mais à chaque fois. Et ça dure pendant entre 30 secondes et 1 minute. Entre 30 secondes et 1 minute, tu as Zoé Deschanel qui est normale, tu entends... Et elle se retourne les yeux écarquillés. Je me pissais dessus de rire. Parce que c'est énorme. C'est con. Putain. Mais c'est con, mais voilà. Enfin, moi, il fallait que je parle de ça parce que je trouve ça énorme. Et je dois le voir, ça, c'est un ah, immanquable. tu dois le voir, je te l'enverrai parce que c'est un immanquable, c'est hilarant. C'est hilarant, quoi. Et surtout, donc il a fait sa troisième semaine du mois en étant le top 11 des moments ridicules de M. Night Shyamalan, qui est ce dont je vais vous parler là. Et le dernier, c'était La jeune fille de l'eau. Lady in the Water. Et j'ai jamais vu ce film, c'est vrai que moi j'avais vu Le Village il y a quelques années, avant que La jeune fille de l'eau sorte, et je m'étais dit, il est vachement bien. Et quand La jeune fille de l'eau est sortie, on me l'avait pitché un peu, et je m'étais dit, ouais, ça a l'air pas trop mal, faudra que je le voie. Et je l'ai jamais vu. Et là, c'est le Nostalgia Critique qui a fait une review dessus, et je me dis, c'est con, c'est débile, c'est vraiment débile. C'est vraiment de la débilité monstre. Mais ce dont je vais vous parler, c'est peut-être le code le plus débile qui existe dans un film. On va prendre un truc tout con, hein, Supernatural. Dans Supernatural, dans n'importe quel film, comment est-ce qu'ils vont trouver un démon ? Ça va être soufre. avec le soufre, ça va être avec les mouches, le sang dans les murs. Le MF. Le MF. Les trucs électromagnétiques. Oui. Electromagnetic field, tu vois, champ électromagnétique. Tout ça, c'est le genre de truc qui classique. semble normal. Et ça choque pas dans un film. voilà, et M. Night Shyamalan a sorti un film qui s'appelle Devil, que moi j'ai beaucoup aimé. Mais on a trouvé un mais. Mais il y a un mec qui, quand le Nostalgia Critique en a parlé, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer de rire. C'est que, donc, Devil se passe dans un building, un grand building, truc d'affaires américain, tout ce que vous voulez. Et il y a un ascenseur, des gens vont dans un ascenseur, l'ascenseur commence à monter et se bloque. Et ils commencent à mourir les uns après les autres. Et là on se dit, merde! Qu'est-ce qui se passe ? Putain, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, de temps en temps, enfin, c'est tout le temps, à chaque fois, la lumière dans l'ascenseur s'éteint, les caméras se coupent, il y a quelqu'un qui meurt et la lumière revient. Et en fait, c'est quelqu'un de l'ascenseur qui tue les autres. Mais on sait pas Mais pourquoi. ils ne savent pas qui. Et arrive ce moment où ils sont, donc le FBI vient, et ils sont avec des agents de sécurité qui sont mexicains. Alors, je vais vous faire l'accent mexicain parce que je suis désolé, mais au point où on en est, il faut le faire. Donc, le FBI ou la police, enfin bref, sont avec les agents mexicains. Et ils seraient prêts à avoir l'explication du pourquoi du comment. Et d'un coup, il y a un des Mexicains qui dit « Moi, je le sais, c'est le diable !» Je sais que c'est le diable, c'est ma grand-mère qui le disait. Et ma grand-mère, elle disait toujours que quand le diable, il est là, et ben si tu lâches une tartine avec de la confiture, la tartine, elle retombera toujours sur le côté de la confiture. Et le mec, il chope sa tartine de confiture, il la lâche, et la tartine retombe sur le côté de la confiture. Et là, tout le monde est convaincu que c'est le diable. Et c'est une scène qui est insignifiante. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de films que je regarde, et des fois, quand je les regarde, je me dis... Ton cerveau la zappe. Tu sais, c'est ton cerveau, le zappe automatiquement ça. Ah, c'est de la merde, zap. 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 Et sincèrement, avant de voir la review du Nostalgia Critique, je m'en souvenais pas. Alors que pourtant, je me souviens des 3/4 du film. Je me souviens des 3/4, je me souviens très bien des personnages, je me souviens très bien du twist final, je me souviens de ce genre de truc. Et
Mais Y a pas de souci. pour sauver le film, ton cerveau t'a... Mais pour sauver le film, mon cerveau a enlevé cette scène. Et c'est con, mais putain, c'est comme je disais à Puck, il aurait au moins pu le faire plusieurs fois. Ça pourrait être un twist logique, ça pourrait être une explication logique. Quand le diable est là, tu lâches une tartine de confiture, elle tombe sur le côté de la confiture. Et ça serait très con, ça ferait rire la première fois, un peu moins les fois suivantes. Et un peu moins les fois suivantes. Et ça fout les boules quand même. ça fout les boules quand même. Mais pour le prouver, tu vas pas le lâcher une fois. Parce que le mec, il le fait une fois et tout le monde est convaincu que c'est bon. Hein. Tout le monde est convaincu que, nickel, ça y est, le diable est là. C'est comme je disais à Puck, t'imagines, tu mets ton flingue sur ta tête, tu tires, et par pure chance, la balle passe, elle détruit une partie de ton cerveau, mais tu ne meurs pas. Ça arrive. C'est juste un légume. Et ben, pas du tout. Pas du tout, il y a des gens qui survivent avec des balles dans le crâne. En fait, la balle peut avoir défoncé une partie du cerveau qui va, entre guillemets, pas servir à grand chose. Par contre, par exemple, il y a des gens qui vont recevoir une balle dans le crâne, on va penser qu'ils sont morts, non, il est vivant. Par contre, la balle a détruit la partie du cerveau des émotions. Donc la personne ne va plus ressentir d'émotions pendant le reste de sa vie. Ça arrive. Tu vois, c'est logique, ça arrive. Et ça veut pas dire que toi, tu t'es tiré une balle, boum, hop, t'as plus d'émotion, t'es vivant. Ça veut pas dire que si d'un coup tu mets ton flingue sur la tempe de ton voisin et que tu tires, lui il va survivre. Tu vois? Enfin, il y a ce côté qui est complètement surréaliste on a tenté une fois, ça a marché, bon bah c'est que c'est bon. Après, tu peux faire la double expérience. Tu peux tirer dans la tête de ton voisin. S'il meurt, dans ce cas, tu dis qu'est-ce qui se passe? Tu prends une tartine, tu mets de la confiture, tu la lâches. Si elle tombe du côté de la confiture, c'est que le diable y est pour quelque chose. Oh putain, j'en ai marre de ce mec. Non mais voilà, faut tester le truc plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais bon, après, je te dis, ça finit. Non, je crois que ça foutrait pas les boules puisque. Bah non mais si, mais c'est comme je te prenais le cas. Non mais c'est ce que je t'ai dit. Tu prends le cas de Supernatural quand même, où ça pue le soufre dans à peu près un épisode sur un. Imagine si c'était pas du soufre ou les trucs magnétiques, enfin toutes les techniques qu'ils ont, juste une tartine et de la confiture. Est-ce que tu sens déjà le poids, la lourdeur que prendrait la série? Mais tu prends ça pour la série, tu prends ça pour tous les films qui font acte de présence démoniaque ou autre. Tu prends l'Exorciste, si le prêtre se ramène dans la chambre de la gamine, il fait maintenant, je vais sortir l'attirail de Dieu afin de percer le mystère de ce qui se passe. Dans le film, il lui balance de l'eau bénite, ça brûle, ça fout les pétoches. T'imagines le mec, il ouvre sa sacoche, il sort la confiture, une tartine, il t'en tartine une tranche, il balance ça devant le lit de la fillette, ça se retourne, bam! Le film est mort. Le film... Le film est mort. Et tu prends ça avec tous les films. Tu prends The Conjuring, les mecs, ils arrivent, ils te balancent des tartines dans toutes les pièces, il n'y a plus de film. Non mais ça c'est parce qu'on voit ça comme ça. C'est parce qu'on voit ça comme ça, si tu veux. Bon après ça serait peut-être rentrer dans la culture populaire, c'est-à-dire que si ils faisaient ça tous les films, au bout d'un moment ça devrait voilà. Voilà, et t'imagines chez toi dans tous les films que t'as vus, quand la tartine tombe du côté confiture, il y a le diable. Putain, ça te reviendrait cher. T'imagines, t'es chez toi. Non mais t'imagines, t'es chez toi, t'es en train de manger ta tartine, ou tu te trimbales avec ta tartine analement, et puis d'un coup tu te dérapes et paf, elle tombe sur le côté de la confiture. Tu vas au restaurant, paf, la même chose. Chez tes parents, paf, la même chose. Tu fais quoi? Tu changes de région. C'est mort. Voilà. C'est mort. Alors que, effectivement, maintenant, enfin, il y a très peu de gens, honnêtement, qui savent comment sent le soufre. Mais t'imagines, tu te balades quelque part et puis d'un coup, mais ça sent le soufre. Là, tu vas te chier dessus. Oui, parce que déjà, c'est moins commun que ça sente le soufre quelque part. Voilà. Bon, mis à part si t'es sur une montagne volcanique, hein, là c'est normal. On peut pas dire qu'il y a un démon. Oui, mais voilà, c'est ça le truc. C'est que l'odeur du soufre ou l'EMF ou des trucs comme ça, c'est rentré dans la culture populaire comme étant un signe du démon ou du diable ou peu importe. Mais t'imagines si dès le début de l'humanité, t'imagines avec Jésus, si les apôtres ils avaient dit lors de la scène, paf, lors de la scène quoi. Et alors que le Seigneur était en train de manger sa tartine avec de la confiture, celle-ci tomba du comté de la confiture, ce qui prouvait qu'un démon était parmi eux. Tu vois, au bout d'un moment, au bout de
10, 15, 20 ans, ce serait rentré dans la culture populaire que si tu lâches une tartine avec de la confiture, si elle retombe du côté de la confiture, c'est qu'il y a un démon. Mais sachant que à la base c'est basé sur un principe physique, honnêtement, je pense pas que l'humanité aurait tenu le coup jusqu'en 2016. Mais c'est basé sur un principe physique, les EMF aussi. Les champs Oui. électromagnétiques, c'est un principe physique aussi. C'est de la logique, et pourtant, voilà quoi, tu vois, enfin... Donc après c'est à la discrétion des gens. Pour nous, ça nous paraît ridicule maintenant. Mais c'est vrai exactement comme on disait tout ça tout à l'heure, parce que ça a été notre fou rire en fait pendant que la musique se diffusait. C'est que et puis on a fini en se disant Sam, hier soir tu semblais bizarre, alors j'ai lâché une tartine de confiture près de ta gueule. Elle est retombée sur le côté confiture. Tu peux m'expliquer ce que c'est que ce bordel? T'aurais pas quelque chose à me dire par hasard? C'est voilà, enfin, ce serait relou. Et en fait, c'est la façon, je pense. En fait, on s'en moque. On s'en moque, mais dans la tête de Shyamalan, c'est logique parce que c'est un univers qui est à part. Tu vois. C'est un univers dans lequel, si tu lâches une tartine de confiture et que ça retombe du côté de la confiture, il y a le diable. Ça paraît totalement logique dans cet univers-là. Puis c'est un film, donc si on s'en tient le film n'est, mis à part pour le documentaire, ne retranscrit pas vraiment une réalité. Donc, dans sa réalité à lui du film, ça peut être ça. Un jour, peut-être qu'on aura un film d'horreur. Le mec, à chaque fois qu'il ouvre un paquet de Skittles, si tous ces Skittles sont rouges, c'est que c'est la merde. Oui, parce qu'en plus, les rouges, c'est les pires. Donc, c'est voilà, c'est que c'est la merde. Non, ça va, moi je viens d'en manger un verre, donc ça va, c'est pas la merde pour moi. Voilà, je sais pas, voilà. Si tous tes trucs ils sont rouges, il faut arrêter de bouger, sinon tu réveilles une entité démoniaque à 2000 km de là. On s'en fout, c'est un film. Voilà, le problème, c'est que il faut faire très attention à comment tu montes ton film et comment tu le penses. C'est-à-dire que par exemple, il aurait mis une scène, sincèrement, il aurait mis une scène avant, genre au début du film, où effectivement on voit un truc genre le diable ou truc comme ça, et qu'il lâche la tartine de confiture, elle tombe du côté confiture et fait mon Dieu, le diable est ici. Au moment où le mec il fait ok, tu lâches, c'est le diable, machin, je sais, parce que la confiture, tout ça. Au moment où le mec lâche la tartine de confiture, ça retombe du côté confiture. Putain, mais dans la salle, tout le monde se chie dessus. Dans la salle, tout le monde se chie dessus, quoi. Et putain, je crois que le problème, c'était le building, en fait. Il y a... Je vais juste vous raconter un petit truc de cinéma pour ceux qui regardent qui regardent un peu du Rendal ou le Fossoyeur de film. C'est ce qu'ils appellent soit le fusil de Tchekhov, soit le setup payoff. Tu montres un truc en début de film, t'en reparles pas pendant les trois quarts, et à la fin, ça aura une importance. Je pense à Ant-Man. Ant-Man, au début du film, il te montre bien que le personnage de Hank Pym, donc le vieux, tout ça, a sur son porte-clés un tank. Un petit tank. Et à la fin du film, bam, qu'est-ce que c'était? Et ben c'était un tank qui avait été miniaturisé, et en fait c'est un vrai tank. Setup, payoff. C'est tout con. S'il avait fait ça dans Devil pour expliquer la tartine de confiture, ça aurait pas paru aussi ridicule quand ça arrive. Parce que t'aurais compris que, effectivement, dans cet univers-là, il en a déjà parlé, donc merde, il le fait, c'est que... Oh, putain, c'est vrai. Ce qui aurait été fort, ça aurait été que, par exemple, au début du film, donc on voit les protagonistes de l'ascenseur, et il me semble qu'il y en a qu'un seul qui est possédé dans tout le lot, en fait. Ouais. Et que finalement, le personnage qui, à la fin, on nous révèle que c'est lui qui est possédé, ça aurait été intéressant, par exemple, qu'au début du film, ils sont en train de boire un café avec une tartine de confiture, et qu'ils fassent tomber cette tartine de confiture, et paf, ça tombe du côté confiture.
Exactement. Et là, peut-être que ça aurait été con, mais tu te dis, bah ok, du coup tu comprends, parce que là, balancer comme ça, tu peux tu le relis à rien, quoi. Puis en plus, Voilà. c'est un Mexicain qui le dit, donc merde. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et moi, je trouve ça. Enfin, c'est ridicule et c'est énorme. Et voilà. Mais Il y a des gens- ça n'empêche pas que ça ne tue pas tout le film, parce que Ah oui, le pour reste le du coup. film, voilà. Si le reste du film c'était vraiment une daube, bah, ça finirait de le tuer. Et ça tue, voilà. C'est l'instant what the fuck. C'était le money shot. Ah, mais c'est exactement ça. Comme... T'imagines dans la bande-annonce, ils sont Paf 5. Bon. Tu vois l'ascenseur. Ils sont coincés. Bon. Ascenseur. Puis là, d'un coup, le diable est parmi eux. Bon. Avec la tartine de confiture qui tombe. Nope. Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 ça va aller, je... Au revoir. là t'as deux versions. Soit tu dis je vais pas voir le film, soit tu te dis c'est malin parce qu'ils voulaient pas spoil. Donc comme ils parlent du diable, et ben ils ont mis une séquence complètement aléatoire. Non, mais c'est exactement ça, quoi. C'était soit ça, soit le chaton qui fait des petites bouilles. c'est, non, je pense qu'il y a quand même un génie dans le montage de la bande-annonce. Il y a quand même un truc là. On tient quelque chose. On tient quelque chose. Et sur ce, on va s'arrêter là. Oui, on va va s'arrêter s'arrêter là là. pour ce soir. Je finirai parce qu'on parle des trucs drôles. Et moi, j'en ai vu un il y a pas longtemps et c'est à mourir de rire. Vraiment, quand on le remarque, c'est excellent. Vous avez, pour la plupart, j'espère, vu tous les Retours vers le futur. Et donc le troisième, avec cette scène finale où le doc s'en va à bord du train. Oui. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est le gamin, dans le fond, le petit blond à la casquette. Qui, on ne sait pas pourquoi, si on le regarde attentivement, au moment où la caméra fait un travelling et s'avance vers le doc, le gamin, d'un geste de la main furtif, invite le caméraman à s'approcher et lui montre son zizi. Oui. Oui. En faisant une tête de gros psychopathe. Voilà. Ouais, C'était ouais, tout. ouais. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir parce que c'est juste fantastique. Mais fantastique. Et sur ces belles paroles, on va vous dire à la semaine prochaine. Et sur ces belles paroles, on va vous dire à la semaine prochaine. Oubliez pas que vous pouvez toujours aller sur Mixcloud écouter les épisodes précédents ou suivants, Oui. selon à quel moment vous l'écoutez. Et puis appréciez le reste de la semaine sur Splashway, machin, tout ça, si vous écoutez en live. Nous, on On vous va fait profiter des autres programmes qui sont disponibles, surtout. Voilà. Et le mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin, mon petit Puck? C'est pas moi. Je me suis pas chié dessus. Oh non. Eh Zoé.